Bienvenue dans Parlons Placement, une demi-heure consacrée à vos placements et à vos questions. Je vous propose de les poser en direct pendant cette émission à nos invités. On retrouvera Jonathan Lévy qui nous parlera des marchés financiers et d'un calme et d'une relative sérénité qui est de retour. Vincent Kutkovitz, on fera le point pour savoir quel placement enfourcher en ce début d'année 2019 pour passer sans encombre celle-ci. Et puis, retour sur le Grand Paris avec la SCPI Perial. On fera également le point sur le rendement, les perspectives, l'état du marché en Île-de-France. Voilà, c'est Parlons Placement, c'est une demi-heure, c'est en direct, c'est à vous de poser vos questions. Et je vais commencer à poser les premières questions à Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, des marchés financiers, en effet, après une fin d'année extrêmement secouée, des performances très négatives sur les plupart des bourses, un retour au calme, c'est même un peu mieux que ça, hein, ça progresse depuis le 1er janvier. Oui, le CAC est en progression de plus de 2% en quelques semaines. C'est plutôt pas mal quand on regarde ce qu'il a fait en 2018, moins 10, 95, presque moins 11%, ouais. Moins 11 sur toute l'année 2018. Et surtout avec une décélération très marquée au quatrième trimestre. Hein. Voilà, le quatrième trimestre a été catastrophique et au sein du quatrième trimestre, le mois de décembre a été catastrophique. Si on regarde l'indice américain par exemple, aux États-Unis, c'est la plus forte baisse sur un mois de décembre depuis 1931. Ouais. Donc c'est un mois de décembre qui a été catastrophique sur les marchés financiers. Hein. Est-ce qu'on peut faire l'autopsie finalement de cette baisse? Est-ce qu'on comprend les ressorts de celle-ci? On comprend qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont venues tout au long de l'année, qui sont accumulées et qui ont beaucoup pesé sur la fin de l'année. Les inquiétudes ont commencé avec le lancement de la guerre commerciale, le premier tweet de Donald Trump fin janvier. La guerre commerciale avec la Chine. Hein. Et avec la Chine notamment, mais pas seulement. Il avait entamé la guerre commerciale avec le Mexique, aussi. Le Canada, l'Allemagne, l'Europe. Il s'est focalisé ensuite avec la Chine, qui est le problème majeur en fait. Un chiffre, le déficit commercial des États-Unis envers la Chine, il a augmenté, malgré la guerre commerciale, il a augmenté de 18% en 2018 par rapport à 2017. Donc il a du pain sous la planche. Un autre chiffre, je crois que la Chine, c'est 30% de la croissance mondiale et les États-Unis, c'est 25% du business et du PIB mondial. Donc on voit bien qu'il y a un rapport de force. Il y en a un qui est responsable de la croissance, l'accélération, et l'autre qui est responsable un peu du stock. Et les deux entrent en collision. Oui, les deux ont un poids très important en fait aujourd'hui dans l'économie mondiale, l'un en stock, l'autre en flux, hein, si on pouvait dire. En tout cas sur les marchés financiers, donc ce sujet est vraiment le sujet majeur pour les investisseurs et il s'est accumulé avec d'autres sujets qui sont rajoutés à ça, qui sont indépendants de celui-là. Mais celui-là est vraiment le premier sujet qui a fait baisser les marchés et qui a une importance, c'est vrai, importante, très forte. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à la normale ou qu'est-ce qui explique ce retour au calme? Alors, les marchés financiers ont baissé par anticipation. Ils anticipaient que cette guerre commerciale finirait par avoir un impact sur la croissance économique, par provoquer peut-être une récession aux États-Unis, en tout cas un ralentissement de l'économie mondiale. Et c'est ce qu'on observe dans les grandes zones économiques mondiales. On l'observe en Europe, pour ce qui nous concerne. On l'observe aussi en Chine. Et puis, pas trop aux États-Unis, mais on l'observe au travers des indicateurs avancés. On perçoit qu'aux États-Unis, la croissance pourrait être plus faible dans les mois qui viennent. Donc c'est ça qui est la grande inquiétude de 2018 et qui se traduit dans les chiffres aujourd'hui. Et pour autant, maintenant que ça se traduit dans les chiffres, effectivement, les marchés financiers sont en train de remonter. Alors là encore, ils anticipent le coup d'après, en fait. Ou est-ce que c'est parce qu'ils hésitent simplement en se disant peut-être qu'on a exagéré ce ralentissement, que ça ne sera pas forcément aussi grave que ce qu'on craignait? Oui, je pense que ce qu'on entend beaucoup sur les marchés financiers, c'est que maintenant, toutes les mauvaises nouvelles sont dans les cours, comme on dit. Hein. On a pris en compte le scénario un peu le pire, et donc on achète sur des prix très raisonnables, même très attractifs. Le scénario à venir est peut-être effectivement pas le pire qu'on a envisagé à un moment donné. Mais je crois que le plus important, c'est surtout qu'il y a des réactions de la part des autorités face à cette situation qui ne faisait que se dégrader en 2018. Pourtant, certains y voient quand même une fin de cycle avec l'économie. Hein,
Donc si c'est vraiment le cas, avec un ralentissement qui démarre en Chine, hein, on a vu les derniers chiffres, ça devrait logiquement se traduire un petit peu plus longtemps sur les marchés financiers. Je crois qu'en fait, l'idée du ralentissement me paraît plus faible que les risques que faisait peser la guerre commerciale, où on a parlé aussi des risques politiques. Ça, par contre, sur la fin du cycle, en réalité, là, on a vraiment rien de concret aujourd'hui. Ce qui traduit une fin de cycle, encore une fois, on a l'occasion de l'expliquer, c'est des grands déséquilibres qui peuvent arriver sur les marchés, dans l'économie. Et ça, on n'observe pas de grands déséquilibres, on n'observe pas de pic d'inflation. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'un ralentissement ou d'une fin de cycle. Donc si on passe en revue les classes d'actifs, qu'est-ce qui vous semble à privilégier pour 2019 ? Là, aujourd'hui, compte tenu de la baisse des actions qu'on n'avait pas anticipée, hein, on n'anticipait pas qu'elle serait aussi forte. De ce point de vue-là, nous, on s'est trompé sur 2019, il faut le reconnaître. On pense que 2019, maintenant, pourrait être meilleur que ce qu'on a vu à la fin de l'année 2018. Donc, il faut profiter de ce trou d'air. On pense que c'est intéressant de rentrer sur le marché. Et là, on parle du marché français, du CAC. Hein. On parle du CAC, éventuellement l'Eurostoxx. Pour les États-Unis, c'est un peu différent. Le marché est un peu plus cher qu'en Europe. Mais en Europe, il y a beaucoup de valeurs qui nous paraissent vraiment très, très décotées. Ouais. Alors, un autre fait qui a marqué 2018, c'est que toutes les classes d'actifs ont été touchées, l'or, les obligations, les actions. Comment est-ce que vous voyez cette année 2019 se profiler par rapport à cette question, à cet enjeu des classes d'actifs ? Alors, sur 2018, effectivement, les actions, on l'a vu. Ce qu'on a un peu moins vu, ce que le grand public regarde un peu moins, c'est les obligations, ce qu'on appelle les spreads entre les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Cet écart de taux n'a fait qu'augmenter tout au long de l'année de 2018. Et ça, c'est quelque chose qui est négatif pour les entreprises. La prime de risque est plus chère. Donc ça veut dire concrètement qu'elles empruntent à un taux plus élevé aujourd'hui qu'il y a un an. Même si les taux des obligations souveraines, les taux des obligations d'État, elles, n'ont pas augmenté. Pour l'instant, ça a l'air de se calmer un petit peu. Ça, c'est vraiment la conséquence du retrait des liquidités des banques centrales. La BCE a arrêté depuis le début de l'année, mais c'était déjà anticipé sur la fin 2018. La Fed retire des liquidités. Oui, parce qu'on rappelle, hein, les banques centrales achetaient les produits obligataires pour donner un peu d'oxygène et de liquidité au marché. Tout à fait. Elles achetaient beaucoup d'obligations publiques d'État, mais également la BCE a acheté des obligations privées, des obligations d'entreprise. Donc ça a eu un impact sur tout le marché. Donc ça s'est fortement dégradé. Les politiques monétaires, on a l'impression que soit la Fed ou la BCE, ils vont temporiser. Ils se sont rendus compte que les marchés financiers étaient très tendus et que ça finissait par avoir un impact négatif sur l'économie réelle. Donc ils vont temporiser le resserrement monétaire, ils vont temporiser la hausse des taux. La BCE a tout son temps pour relever les taux. La Fed, ils sont un peu plus avancés dans le cycle économique. Malgré tout, l'inflation, elle est sur des niveaux très contenus. Elle a du temps pour relever les taux. Donc ça devrait effectivement avoir un impact positif sur le marché obligataire. Il devrait se stabiliser au niveau où il est actuellement. Si on zoome un cran plus loin, donc vous nous avez dit, vous croyez encore aux actions européennes pour cette année 2019. Un peu plus précisément, il y a des secteurs, des valeurs qui retiennent votre attention ? Alors, nous, on aime bien jouer en fait les secteurs qui ont été massacrés l'année dernière, et notamment les secteurs qui sont liés à la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Parce que notre impression, c'est que ce sujet-là va avancer favorablement, mais vraiment, il va y avoir un accord majeur entre les États-Unis et la Chine. Comme on l'a vu avec le Mexique, avec le Canada, avec l'Allemagne. Exactement. Je pense qu'ils c'est la méthode Trump. C'est la méthode Trump. Et aujourd'hui, ils sont tous les deux au pied du mur. Donc, alors, si on devait jouer, ça serait quoi Donc, les secteurs qui sont exportateurs, les secteurs industriels, en fait, on voit que les PMI industriels ont beaucoup chuté. On pense qu'eux pourraient profiter plus d'un accord important entre la Chine et les États-Unis. Eh ben, on va retenir cette thématique. Merci, Jonathan, pour cette analyse. Et on se retrouve dans un mois pour voir, en effet, si les choses s'arrangent ou pas. C'est le charme des marchés financiers. Merci Jonathan, à bientôt. On enchaîne avec les bons plans placement pour 2019.
Vincent Kutkovitz nous a rejoint sur le plateau pour parler des bons plans placement de 2019. Qu'est-ce qu'il faut miser, sur quoi il faut miser en ce début d'année? On va faire un rapide tour d'horizon des principaux placements. Vincent, on commence avec déjà un petit état des lieux. L'argent qui dort sous le matelas. L'argent qui dort. Je pense qu'en fait, ça fait quelques années, depuis 2013, qu'on observe que les Français laissent de l'argent sur leur compte courant. Donc, sous le matelas, c'est à peu près pareil. Sauf qu'il est peut-être plus en sécurité. Raccourci, mais en effet, il est à la banque souvent. On va voir un graphique que vous nous avez apporté qui montre, en effet, qui illustre ce propos avec la progression entre 2013 et 2018. Je vous laisse le commenter. Oui, tout à fait. En fait, on est passé, par exemple, sur la partie compte courant. On avait 250 milliards d'euros qui étaient logés sur les comptes courants. Donc, je rappelle, le compte courant n'est pas un compte rémunéré. C'est zéro. C'est zéro. Donc, c'est négatif avec l'inflation. C'est négatif. Alors, c'est ça le nouveau fait. C'est-à-dire que 2018 et 2019 sont 2 années un peu charnières dans la gestion de patrimoine. Il y a pas mal de choses à repositionner. Et je pense que quand on tient compte du fait que l'inflation qui redémarre seulement, ça fait à peu près un an et demi qu'on voit l'inflation arriver, 250 milliards d'euros en 2013 investis ou logés sur les comptes courants sans inflation, c'est pas très grave. Mais quand on rajoute à ça l'inflation, en fait j'ai fait un calcul, aujourd'hui on perd à peu près, ne serait-ce que sur les comptes courants, le pays perd 8 milliards de pouvoir d'achat. Quand on voit que Macron a dû faire un geste à 10 milliards pour répondre aux gilets jaunes, on voit que l'enjeu est quand même très important. Absolument. Voilà, c'est notre contribution au grand débat. On peut récupérer 8 milliards de pouvoir d'achat à condition d'investir cet argent. Alors, qui dort, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui ne rapporte rien. Qui dort, mais surtout qui perd de sa valeur. Qui s'effrite à cause de l'inflation. Sur les dépôts à vue. Mais on voit que les chiffres sont plus importants que ça, parce qu'après, il y a d'autres placements, en effet, dont on sait qu'ils ne rapportent pas grand-chose. Alors, l'avantage, c'est qu'ils ne perdent pas. Alors, si on élargit ça, effectivement, en intégrant les livrets réglementés, etc., qui rapportent moins de 1%, 0,75 pour le livret A aujourd'hui, et qu'on tient compte du rendement réel du livret A qui est négatif aujourd'hui avec 2% d'inflation, si on cumule tout ça, on arrive à 1300 milliards, et donc vous faites la projection avec le petit calcul que je faisais juste avant, vous voyez que ça a un coût surtout important pour l'épargnant. Voilà, donc ça c'est le petit état des lieux. N'hésitez pas en effet à réfléchir à ces questions. Vous avez ensuite, on fait un petit tour des placements traditionnels, les usual suspects. Alors on commence avec qui? On va commencer par les livrets augmentés, on va les écarter très rapidement parce qu'en fait, ce qui me paraît important de rappeler sur les livrets A notamment, c'est qu'il n'y a pas de réévaluation à la hausse prévue avant 2020. Donc on va vivre encore au moins un an et demi avec ces taux. Donc pour nous, c'est vraiment à éviter. Et donc on encourage plutôt les gens à aller sur des fonds en euros, des contrats d'assurance vie. On a les premiers rendements là qui tombent. Voilà, donc il y a les premiers rendements qui tombent, et notamment la bonne, c'est pas une surprise pour nous parce que ça fait quelques années qu'on dit à nos clients de s'orienter vers ce genre de placement. Vous avez en gros un taux aujourd'hui qui fait référence sur le marché, qui est le taux de sécurité Pia Euro, qui est un fonds immobilier assuré chez Suravenir que nous distribuons, qui est assis à 80%, un peu moins de 80% sur l'immobilier de bureau, et qui a fait 3,20% en 2018, ce qui est le double de la performance moyenne qui est attendue et qu'on commence à constater sur le marché. D'accord. Voilà. Donc des fonds euros classiques, et là ce que vous mentionnez, c'est les fonds euros immobiliers. Les fonds euros immobiliers. Il y a d'autres types de fonds euros aujourd'hui, parce que notre recommandation est vraiment de sortir des fonds euros classiques. Pour aller chercher un peu plus de rendement. Un peu plus de rendement, et d'ailleurs je serais un peu plus précis. Les fonds euros des réseaux bancaires, des grands réseaux bancaires, sont en général en dessous de la moyenne. C'est-à-dire que les fonds bancaires, d'une certaine manière, seront, parce qu'on a une clientèle qui est généralement captive. Les frais sont généralement aussi plus lourds dans les réseaux bancaires que dans les réseaux soit de mutualistes, soit de courtiers. Et donc, c'est ce qui explique le fait que les réseaux bancaires offrent des fonds euros qui sont encore en dessous de la moyenne en rendement. D'accord. Autre catégorie, les fonds euro croissance. Les fonds euro croissance qui sont aussi proposés depuis quelques temps. Alors nous, on rappelle ce qu'il y a dedans. Ouais, ce sont des fonds un peu dynamiques. Ce sont des fonds qui ont une poche action. Ce qu'on aime un peu moins bien avec les fonds euro croissance, c'est que vous êtes obligé de rester 8 ans pour bénéficier d'une certaine manière du bonus de rendement que vous pouvez attendre en associant une poche action à une poche en euros, une poche obligataire. Par contre, là où il y a vraiment éventuellement à avoir un petit focus spécifique, c'est sur les fonds euro vitaminés qui ont connu une année compliquée en 2018. Alors c'est quoi un fonds On a un petit graphique.
Un fonds vitaminé, c'est une appellation propre à bienpropre.fr, c'est les fonds euros avec une poche action. Généralement, vous avez 70% d'obligations et 30% donc, comme les fonds euro croissance, mais pas forcément avec cette immobilisation. Voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est bien résumé. Et le graphique. Et alors, le graphique, on va voir le graphique en effet que vous avez apporté. On a apporté en fait un petit tableau qui indique comment s'est comporté un des fonds euros vitaminés en 2018. C'est celui qui est Sécurité Target Euro. Alors, il a fait une performance de 0% en 2018, sachant que... Tout au fond à droite. Hein. Voilà, en 5 ans, il a quand même fait une performance moyenne de 4,05%. Mais ce qui me paraissait important, c'était de rapporter ça au CAC 40. Et on voit en fait que les années où le CAC 40 se performe bien, on a une performance sur ce fonds euro, qui, je rappelle, conserve la garantie en capital, l'effet cliquet, etc., conserve une performance qui est de l'ordre de 4%. Les années où les bourses ont un peu plus de difficultés, le fonds se met en mode protection du capital. Il ne va pas délivrer de performance, mais au moins il protège le capital des épargnants. Donc quand ça va mal, il protège le capital des épargnants. Et quand ça va bien, il offre une performance qui est associée à la garantie en capital et quand même tout à fait acceptable. Bon, moralité concernant les fonds, alors, si on devait résumer ? Sur les fonds en euros, aujourd'hui, on dirait d'éviter les fonds euros classiques et les fonds des réseaux bancaires. On dira de conserver les fonds vitaminés et les fonds croissance. C'était une année sans. Donc, il y a des chances qu'avec ce qu'on a vu pendant le point marché de Jonathan Lévy, qu'on puisse obtenir quelque chose de plus performant en 2019. Par contre, on recommande de renforcer les allocations sur les fonds euros immobiliers. Alors on a vu avec Jonathan aussi, on a parlé des obligations. Il y a des fonds assis sur de l'obligataire. Tout à fait. Comment est-ce qu'ils se sont comportés ? Ils ont eu un peu de mal en 2018. Les fonds obligataires ont vraiment eu du mal. Les primes de risque n'étaient pas suffisantes pour, d'une certaine manière, compenser la prise de risque importante qu'étaient obligés de faire les investisseurs, conseiller les investisseurs pour obtenir un rendement suffisant. Donc finalement, les performances ont été plutôt compliquées, voire faibles, voire négatives dans certains cas. Donc aujourd'hui, notre recommandation est plutôt de laisser passer un semestre sur les fonds obligataires, de ne pas trop se pencher dessus pour l'instant. La prime de risque qui est offerte aujourd'hui sur les fonds obligataires n'est pas, à notre avis, suffisante pour compenser le risque supplémentaire. Donc on dira, attendons 6 mois, attendons le deuxième semestre. Si on en a, on le laisse au frigidaire, et si on n'en a pas, bien sûr, on y va pas. On les conserve lorsqu'on en a, et éventuellement, alors on évite les fonds d'obligations entreprises, on évite d'aller aujourd'hui sur les fonds d'obligations entreprises. La prime de risque ne rémunère pas suffisamment le risque. Si on détient des fonds obligataires de tête hybride, on en avait parlé l'année dernière, notre recommandation est de les conserver pour l'instant. La pierre papier, un sujet que vous aimez bien. On aura d'ailleurs une séquence en troisième partie de l'émission sur ce sujet avec le Grand Paris à nouveau. Est-ce que ça va continuer cette espèce d'ovni des placements ? Il y a de fortes chances qu'effectivement, il y ait une sorte de décorrélation du marché des SCPI par rapport aux autres placements en 2019. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les sous-jacents, les indicateurs qu'on observe sur le marché de l'immobilier d'entreprise, on va en parler en troisième partie, sont plutôt excellents. C'est-à-dire qu'on voit les taux de vacances qui sont à des niveaux très faibles, historiquement très faibles, à Paris notamment, en Ile-de-France. À Paris, on est autour de 2%, en Ile-de-France, on est autour de 4%. Donc, c'est des niveaux très faibles. Ça veut dire pratiquement que le marché est en tension, à tel point qu'on voit aujourd'hui les mesures d'accompagnement que les propriétaires étaient obligés de concéder il y a quelques années pour faire venir d'une certaine manière les locataires. Aujourd'hui, ces mesures d'accompagnement disparaissent. Et puis, par ailleurs, conséquence logique, on commence à voir les loyers augmenter. Donc ça, c'est plutôt très favorable au marché de l'immobilier de bureau. On devrait rester au-dessus des 4% de rendement. Là, on s'attend, les premières performances sont en train de sortir. Aujourd'hui, hier, on a eu des performances qui sont sorties plutôt encourageantes, autour de 4, 4,5%, voire parfois plus. On pense qu'on aura touché le point bas en 2018 et que 2019 peut, sur un certain nombre de SCPI de qualité, on peut envisager non seulement d'avoir une remontée des loyers, mais également une revalorisation des patrimoines. Donc, moralité sur les SCPI, sur cette classe d'actifs La moralité sur les SCPI, c'est qu'on est plutôt... On recommande à certains clients d'être quand même malgré tout vigilants sur certaines SCPI de certains réseaux qui parfois ne distribuent pas l'entière, la totalité des dividendes, notamment quand on est en assurance vie. Donc la première chose à regarder, est-ce qu'on perçoit bien 100% des dividendes ? Parce qu'ils les mettent en réserve en fait. Ouais, ou alors c'est d'une certaine manière, en étant dans l'enveloppe de l'assurance vie, c'est une manière de financer l'enveloppe, le coût de l'enveloppe d'une certaine manière. Et puis il y a certaines SCPI avec des taux très très alléchants. Là-dessus aussi, on recommande d'être sur des taux plutôt dans la moyenne. Il ne faut pas non plus
Et jouer avec ce genre de placement. Et le cousin OPCI? Les OPCI, en fait, sont un peu comme les fonds vitaminés. C'est des fonds qui ont généralement 70% d'immobilier d'entreprise et une poche, soit financière, enfin en tout cas financière, soit avec des actions, parfois avec des foncières. Et là aussi, certains ont fait les mauvais choix en 2018 et se sont retrouvés avec des performances entre 1 et 2%. Et d'autres qui ont fait les bons choix sur la partie marché financier ont réussi à tirer leur épingle du jeu. On voit des performances qui commencent à sortir autour de 4,5-5% également. Donc là, notre recommandation, c'est de conserver les OPCI diversifiés qui ont un peu subi le choc des marchés financiers en 2018 et de renforcer sur les SCPI soit à thématique type santé, soit, et on va le voir, les SCPI à thématique Grand Paris, par exemple. Grand Paris, par exemple. Merci pour cette transition toute trouvée. Merci pour ce tour d'horizon. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter, sur le site bienprévoir.fr. Vous pourrez recevoir d'ici 2 jours tout le dossier qui est encore plus complet et qui résume tout ce qu'on vient de se dire avec Vincent. Merci Vincent, à bientôt. Et tout de suite, place au Grand Paris. Alors, on a le plaisir de recevoir Yann Wittkog. Bonjour Yann. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur du fonds de management chez Perial Asset Management, SCPI Grand Paris. Oui, exactement. On va parler en effet on parlait d'OVNI dans la deuxième partie de l'émission, parce que c'est vrai que ça semble défier à la gravité ces SCPI qui continuent à proposer des rendements au-delà de 4%. Vous avez déjà le vôtre pour l'année 2018? Oui, on a déjà le nôtre pour l'année 2018. Sur PF Grand Paris, on sera à 4,40 de dividendes de valeur sur marché aujourd'hui. Donc une très belle performance parce qu'on est en accroissement encore cette année. On était à 4,35 en 2017, c'est ça? Oui, 4,35 en 2017. Et comment est-ce qu'on construit cette performance? Comment est-ce qu'on trouve encore finalement des rendements supérieurs à 4%? Alors déjà par les acquisitions à un taux intéressant, on trouve encore aujourd'hui des taux des affaires au-delà de 5%. Oui, des affaires, mais sur des actifs sécurisés, sur des actifs entièrement loués. Ça veut dire qu'ils ne sont pas vendus suffisamment cher ou que les loyers sont très bons Non, c'est le marché. On a aujourd'hui des taux très prime à l'intérieur de Paris qui sont entre 3 et 3,5. Donc c'est les biens les plus recherchés, les biens les plus recherchés, qui rapportent exactement. le moins finalement. Effectivement. Et après, quand on part en première couronne ou en deuxième couronne, il faut savoir sélectionner ses marchés. C'est aussi ça l'expérience d'une société de gestion qui a 50 ans, c'est de pouvoir sélectionner les marchés sur lesquels on investit. Mais c'est vrai qu'en 2018, on a investi un taux moyen de 5,20 sur les à peu près 180 millions d'acquisitions qu'on a fait pour PF Grand Paris. D'accord. La collecte, comment se passe-t-elle? Parce qu'en effet, il y a eu des petites tensions, des inquiétudes d'un point de vue fiscal, avec l'IFI notamment, qui a créé pas mal de remous, même si ça faisait baisser la note. Mais oui, malgré tout, la psychologie est là, celle des épargnants. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2018? Alors le début d'année a été un peu difficile. Alors globalement, l'année pour l'ensemble des SCPI a été plus compliquée au niveau collecte. On est à moins 20% de collecte. Sauf qu'il faut se rappeler que 2017 était un cru extraordinaire, jamais vu. Oui, donc il y a quand même eu un effet. Oui, il y a eu un effet. Alors on n'arrive pas à quantifier, c'est difficile d'expliquer si c'est l'IFI ou pas. On sait qu'effectivement, le discours du gouvernement sur l'immobilier non productif a joué. Mais c'est aussi un tassement naturel dû à ce pic de collecte énorme qu'on avait eu en 2017. C'est plutôt sain en final parce que ça permet de pouvoir plus sélectionner. Nous, chez Perial, contrairement au reste du marché, on a fait une collecte qui est globalement étale par rapport à 2017. Donc, on a surperformé le marché, et notamment grâce à PF Grand Paris, qui a été un gros succès. On a réouvert PF Grand Paris, donc qui s'appelait PF1 à l'époque, fin 2017, renommé en PF Grand Paris, et on a fait une collecte de quasiment 110 millions cette année, en 2018. Donc, très belle réussite. Et ça, c'est en brut? Et si on ramène ça au net? Si on ramène au net, ça fait à peu près 75 millions de collecte nette l'année dernière. D'accord. Et vous avez investi, vous nous l'avez dit, 170. On a investi à peu près 178 millions, ce qui fait que donc, vous voyez qu'il y a un écart. Et donc, on a fait appel à la dette, qui est un autre moyen de booster la performance du fonds, d'utiliser un peu d'effet de levier. Donc, on a fait appel, on était à peu près 13% fin 2017 d'effet de levier, et on est maintenant à 18%, sachant qu'on veut se limiter nous-mêmes à 20%, ce qui permet de doper un petit peu le portefeuille. Quand vous achetez un immeuble, 20% proviennent du crédit. Exactement.
Exactement. Et ce qui permet de donner en effet un peu de levier parce que vous empruntez ce crédit moins cher que ce que on rembourse emprunte aujourd'hui loyers. à des taux suivant les immeubles et les secteurs compris entre 1 et 2% sur des maturations de 5 à 10 ans. Donc, Alors si on s'intéresse aux dividendes à proprement parler, d'un point de vue cash, on était à 20 € en 2017, on monte à 21 en 2018. C'est ça. 2019, on peut avoir une guidance. Oui, c'est l'avantage des SCPI, c'est que c'est alors surtout des SCPI de cette taille-là, puisque sur PF Grand Paris, on est maintenant à plus de 775 millions de valeur de patrimoine, donc c'est de taille significative, donc c'est des paquebots qui bougent lentement, mais une fois qu'ils sont dans la bonne direction, ils continuent. Donc on sait qu'on est sur une bonne année, toutes les acquisitions qu'on a faites en 2018 vont porter leurs fruits en 2019, les actifs qu'on a par exemple achetés en décembre vont délivrer du rendement à partir de janvier naturellement, et donc on s'attend à délivrer une performance entre 21 et 22 € par part cette année. C'est en tout cas notre objectif de société de gestion. Pour continuer la progression du pour dividende. Continuer la progression du dividende. On revient un instant sur la collecte et l'investissement, c'est-à-dire que vous investissez plus que vous ne collectez. Oui, bien sûr. On investit plus qu'on collecte grâce à l'effet de levier. Mais même au-delà de l'effet de levier, parce que ça fait plus de 20%. Oui, mais alors ce qu'il faut voir, ça fait plus de 20% sur ce qu'on a acheté dans l'année, mais comme la SCPI n'était qu'à 13% endetté et qu'on avait ce patrimoine de 700, on a pris 7% sur l'ensemble des 700 millions. Et ça a un intérêt d'être investi en avance de phase par rapport à la collecte? Oui, bien sûr, c'est ce qui permet de créer de la performance aujourd'hui. C'est vraiment tout le plus de la société de gestion, c'est d'essayer de maîtriser au maximum ce délai entre le moment où vous collectez et le moment où vous achetez. Cette année, on a été en permanence en avance sur la collecte au niveau des investissements, ce qui a un effet très relutif sur votre distribution. Parce que donc ça permet d'être rentable tout de suite quand ça permet d'être rentable tout de suite. Arrive. Donc c'est une gestion beaucoup plus fine. Il faut utiliser des crédits court terme pour anticiper la collecte. Alors on parle d'être en avance de quelques semaines, voire mois, hein, c'est pas non plus... voilà, mais ça permet vraiment de créer du rendement pour les porteurs de parts. Bon, ça c'est la mécanique, en effet, hein, c'est votre métier au quotidien. Ouais. Maintenant, si on parle du marché, le marché de l'immobilier de bureau en Ile-de-France, comment est-ce que vous le ressentez? Parce que on pourrait légitimement s'inquiéter, hein, on a vu les chocs sur la bourse. On voit les gilets jaunes, par exemple, les ralentissements ou les risques de retournement de certaines économies comme la Chine. Bon, comment est-ce que vous anticipez la suite? Le marché en Ile-de-France aujourd'hui a des fondamentaux qui sont vraiment très très bons. Notamment sur la vacance. À Paris, on est à moins 3% de vacances, ce qui signifie qu'en fait, il n'y a pas de vacances. On est en frottement entre l'offre et la demande. Donc, c'est le temps de déménager presque. Entre deux. Voilà, exactement. Donc, ça crée des augmentations de loyer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mètres carrés disponibles. Il n'y a pas de mètres carrés disponibles. Aujourd'hui, si vous avez un immeuble vide dans Paris, il se loue tout de suite. C'est vraiment une demande de surface très importante. Et ça, forcément, ça se diffuse sur le reste de l'Île-de-France. Aujourd'hui, on est à moins de 6%. On est à 5,5% de vacances sur le reste de l'Île-de-France, qui est très faible également. Et donc, voilà. Mais la question est, est-ce que ça va continuer? Parce qu'on a l'impression qu'en effet, ça ne fait que progresser. Il y a une vraie question sur l'environnement économique. Bien évidemment, les prises à bail sont liées à l'environnement économique. On a assisté depuis 2 ans à des prises à bail plus importantes, puisque l'environnement économique était meilleur. Nous, on pense que ça va durer. On le voit, hein, il y a une baisse qu'on appelle des mesures d'incitation, c'est-à-dire des mesures de loyer gratuit qu'on donne aux locataires pour s'installer dans les immeubles. On est à combien en moyenne maintenant? En moyenne, on est à 20% maintenant. Ça dépend des zones, ça dépend où vous êtes. Dans Paris, il n'y a quasiment plus de mesures d'incitation. 20% du loyer annuel? 20% de votre loyer annuel, exactement. Donc ça fait 3 mois. Oui, exactement, 3 mois, exactement. Donc, et on observe quand même des augmentations de loyer sur Paris, mais aussi en première couronne et sur certains marchés de seconde couronne. Donc un marché dynamique. On s'attend à ce que cette dynamique se poursuive aux alentours de 2,5 millions de mètres carrés placés l'année prochaine. D'accord. Donc 2019, vous nous annoncez un bon cru. Oui. Est-ce que ça va permettre de revaloriser aussi les parts de la SCPI? Alors, ce qui est sûr, c'est que PF Grand Paris est une SCPI à vocation défensive, donc avec des rendements un peu plus faibles, même si on s'en sort très bien à 4,40, mais plus faibles que les SCPI qui délivrent des rendements plus importants sur le marché. Pourquoi c'est un choix en fait? C'est une stratégie?
Parce qu'une SCPI dont les actifs sont localisés sur le 3e marché mondial et le 1er marché européen, qui est l'Île-de-France en termes de marché de bureau, c'est forcément une SCPI qui est beaucoup plus défensive qu'une SCPI qui va investir dans des D'accord, donc c'est son positionnement, c'est pas une stratégie financière. Exactement, c'est son positionnement qui veut ça, mais c'est aussi, ça va impliquer aussi normalement plus de revalorisation du capital, puisqu'on sait que les valeurs à Paris, en Île-de-France, ont tendance à augmenter plus vite qu'en région. D'ailleurs, la part a augmenté au mois de mai dernier de 5%. Oui, on a fait une augmentation de part de 5% en mai dernier. Et c'est vraiment la vocation de ce véhicule d'aller vers ce type de choses. D'accord. On a vu l'essentiel ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas mis le doigt ? Non, je pense qu'on a vu l'essentiel. Parfait. Très bonne année 2018. Voilà. Bravo. Merci Yann Wittkok pour ces explications. Et puis, on suivra les aventures de PF SCPI, la SCPI PF Grand Paris de Perial Asset Management. À bientôt. Merci à vous tous pour votre fidélité. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. On se retrouve dans un mois pour un prochain épisode.